Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast de la série Go 2023, les opportunités marketing et vente pour faire décoller votre entreprise en 2023 et j'ai envie de dire au-delà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Grégeois qui est déjà passée sur My Marketing Podcast. Florence est Growth Marketeuse et on est ravis de l'accueillir une deuxième fois. Bonjour Florence. Hello Sandy, je suis ravie aussi. Merci de m'accueillir et j'ai hâte de partager cet épisode avec toi. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on attaque tout de suite avec une première question. Moi, j'aimerais, Florence, que tu nous dises si tu devais résumer en quelques mots ton année et l'année du growth marketing, comment tu le décrirais? Alors écoute, cette année, elle a été vraiment super. Elle a été une année en fait de pure découverte où moi j'ai pu observer de grosses évolutions. On a énormément parlé des sujets effectivement très récurrents de la connaissance de persona et on s'est rendu compte que cette connaissance de persona aujourd'hui, elle n'est pas fictive. C'est une connaissance qui est réelle, qui s'appuie sur une pratique sur le terrain et qui va permettre effectivement aujourd'hui aux marques de pouvoir engager, si tu veux, une culture du feedback, culture dont je vais te parler après, bien sûr, et qui va permettre aux entreprises de co-construire ensemble, eh bien, avec leur public, avec leur audience, des solutions, des offres qui apportent une véritable valeur ajoutée. Et puis, tu verras, j'ai observé aussi que sur cette année, il y a aussi une approche de la prospection qui a énormément évolué. On est passé d'une prospection très froide, très désincarnée, avec des messages répétitifs qui pouvaient d'ailleurs saturer les personnes qui recevaient ces messages, Absolument. à une prospection chaude qui prend le temps de faire connaissance, de s'intéresser vraiment à la personne qui est en face de soi et de pouvoir engager l'échange, non pas déjà sur une proposition de vente, mais simplement sur une prise de connaissance mutuelle pour pouvoir effectivement avancer là où on doit aller. Alors, soit vers une collaboration, soit vers une vente, mais de toute façon, au départ, la prospection, c'est vraiment une démarche pour moi, qui est totalement désintéressé et qui vise simplement à connaître son interlocuteur, son persona. Écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. Est-ce que tu peux du coup nous partager qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi et tes clients aujourd'hui en marketing? N'hésite pas d'ailleurs si tu as quelques exemples à nous proposer, ce sera avec plaisir. Alors écoute, moi j'ai consigné suite à notre échange, en fait, Sandy, plusieurs défis et plusieurs en fait actualités brûlantes que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Et je vais te dire en préambule que la priorité aujourd'hui pour une marque, pour une entreprise, c'est vraiment de s'humaniser encore davantage, de créer toujours plus de proximité avec son audience pour continuer à innover. Et on l'a vu, hein, on a parlé de pénurie de talent cette année, on a parlé également, bien sûr, d'inflation, de crise économique, de géopolitique un peu perturbée dans tous les pays et certaines régions du monde. Aujourd'hui, en fait, l'humain, s'il a été galvaudé longtemps, il a vraiment toute sa place et je vais t'expliquer ce que j'ai pu observer et ce que je préconise en tout cas pour 2023. On est tout oui. Alors, le premier point, c'est que effectivement, on en revient au nerf de la bataille, entre guillemets, pacifique. C'est que du coup, on va personnaliser à fond l'expérience client grâce à la data. Alors, tu sais, il y a une étude récente de Dimension qui l'affirme, la personnalisation de l'expérience utilisateur génère une hausse des ventes de 20%. Donc, on va en revenir aux fondamentaux finalement du développement business avec des marques qui vont cartonner, et notamment des marques B2B, qui cartonneront d'autant plus qu'elles vont personnaliser toujours plus l'expérience des utilisateurs à tous les points de contact sur effectivement le parcours utilisateur, c'est-à-dire le parcours du persona. Ce qui impliquera de recueillir un maximum de données, ça veut dire étudier vos personas en profondeur, mettre en place des enquêtes de satisfaction, ça c'est hyper intéressant pour recueillir ce que nous on appelle en jargon marketing des insights, des Oui. retours utilisateurs, pour instaurer aussi bien sûr des sondages d'opinion, ça permet d'améliorer son offre en continu et de connaître vraiment les besoins fondamentaux du persona, et puis bien sûr de susciter des avis à travers les commentaires dans vos posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la pépite. Oui.
Et toi, tu es très forte pour ça. Mais écoute, pour moi, tu sais, Sandy, les avis, le recueil de feedback, c'est quelque chose qui m'anime dans mon métier parce que ça me permet de me mettre au plus proche du persona et surtout d'être dans l'empathie. On n'est pas là pour vendre les yeux fermés, on est là pour venir résoudre une problématique et ça s'incarne à travers tous les dispositifs de collecte de feedback que tu vas instaurer aux différents points de contact de ton persona. Plus tu vas pratiquer la culture du feedback, plus tu auras matière à personnaliser tes offres, à faire des contenus irrésistibles, à générer des interactions avec ton audience. Bref, plus tu vas soigner l'expérience de tes prospects, de tes clients, eh bien, plus ça va générer de la fidélisation. Et il y a une chose qui est hyper importante là-dedans, c'est qu'on l'observe de toute façon, la sécurité des données, c'est un sujet extrêmement chaud. Eh bien, en 2023, ça le sera encore plus. Il y a une étude Ipsos, je ne sais pas si tu es au courant, qui a été faite par Google et qui a révélé que 43% des consommateurs sont susceptibles de changer de marque en cas de mauvaise expérience liée au recueil de leurs données. Ah oui, non, je ne l'ai pas vu passer, mais clairement, c'est à prendre en considération, qu'on soit en B2B ou en B2C, j'ai envie de te dire, hein, vraiment dans les deux cas. Parce que Exactement. ça va. Déjà, je pense que ça va élever le niveau parce que certaines personnes jouent un jeu un peu limite, hein, j'ai envie de te dire, sur la gestion des données. Là, tu n'auras plus le choix, quoi. C'est-à-dire que Exactement. c'était pas bon, tu perds des clients. Et je pense que Exactement. le risque de perte de clients va être largement une menace beaucoup plus importante que le risque de se faire pincer par la CNIL ou de ne pas être RGPD compliant, où beaucoup de boîtes, finalement, j'ai envie de te dire, sont un peu borderline parce qu'elles ne sentent pas la pression plus que ça. Par contre, la pression du client, elle est nettement au-dessus que de la pression du législateur, j'ai envie de te dire. Mais totalement. Et du coup, c'est là où toi, tu vas pouvoir rassurer ce client, cet utilisateur, et de lui donner de la clarté sur l'usage des données. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est que si tu es par exemple en PME, ce qui est en l'occurrence la majeure partie de ton audience, eh bien, l'idée, c'est de s'assurer, quel que soit le poste de la personne à l'intérieur de l'entreprise, c'est d'être en contact en continu, de manière régulière avec les utilisateurs, avec les clients. Et j'aurais même tendance à dire, si l'on peut dédier à peu près 10% de son temps à être au service client, c'est une richesse incroyable pour abreuver les stratégies, les campagnes et toutes les initiatives qui en découlent. Super intéressant. Bon, je ne sais pas si tout le monde arrivera à le mettre en place, mais 10% du temps de chacun de vos collaborateurs alloué à être au contact des clients de manière directe ou indirecte, hein, mais le plus direct possible en tout cas, eh ben, c'est un gros capital. C'est de la data pour vous, pour orienter vos stratégies, vos offres et finalement toute l'expérience client. Exactement. En fait, au final, c'est un gain de temps. Ce que l'on penserait être une perte de temps parce qu'on est occupé par nos urgences nous permet de gagner du temps ensuite pour établir pour établir des campagnes marketing qui vont viser pile poil effectivement dans le mille. Moi, ce que j'adore, c'est recueillir exactement les termes utilisés. Parce que souvent, nous, on utilise un jargon et en, Oui. en réalité, les utilisateurs n'utilisent pas du tout ces mots-là. Ils utilisent d'autres. Et quand tu les découvres, mais c'est tellement un transformateur d'utiliser les bons mots, ceux qui sont utilisés dans la vraie vie par les gens qui achètent. Et ça, ça demande effectivement, comme tu le dis, de passer un minimum de temps. Alors, au contact, certes, mais au contact à écouter, pas à parler. Moi, je vais juste faire voilà, une petite parenthèse. L'idée, c'est pas de passer du temps pour leur vendre ou pour essayer de faire passer un message, mais au contraire, pour récolter, pour écouter et collecter le feedback. Non, parce que sinon, s'ils ont 10 minutes, ils vont essayer de parler à tout prix. Donc, Mais complètement, en fait, tu sais, Sandy, moi, j'ai coutume de dire que dans un process de sales, et effectivement, tu l'as vu, Thomas Rivol le dirait encore mieux que moi. euh, pour moi, si tu veux, tu as 90% d'écoute et 90% d'écoute et tu as 10% en fait finalement de conversation, c'est-à-dire d'expression de ta parole. Et ça, c'est hyper important parce que c'est là que tu vas recueillir un maximum d'informations. Et puis, dans la façon dont tu vas, par exemple, établir ton questionnaire à tes différents points de contact, tu vas pouvoir recueillir du champ sémantique, c'est-à-dire du vocabulaire, des émotions, des faits. Tout ça, ça va venir injecter effectivement tes supports marketing, ton copywriting, etc. Est-ce que tu es prête pour le numéro 2 ? je suis prête pour le numéro 2. En numéro 2, effectivement, l'idée, c'est de créer des contenus qui vont être encore plus nichés, encore plus centrés sur les intérêts de l'audience.
Bon, tu vois, tu vas recevoir Guillaume, en fait, Giraudet dans ton émission. Guillaume te le dira, effectivement, le choix des mots-clés longue traîne permettent de pouvoir activer, de pouvoir engager, entre guillemets, d'attirer à toi, finalement, des clients qui sont susceptibles de passer à l'action autour d'une requête bien précise. Et ben, dans tes contenus, on va faire un peu pareil, si tu veux, sur l'ensemble de tes supports. Je te donne un exemple. Tu vois Caroline Mignot, qui est passionnée aujourd'hui de sessions dynamo, ces cours ultra intensifs de vélo en salle. Eh bien, si par exemple, tu es une entreprise qui propose des compléments alimentaires, créer des contenus axés sur, par exemple, l'énergie avant, après, à travers ces compléments alimentaires, finalement, pour les sessions dynamo, eh ben, tu contextualises finalement l'utilisation des produits en lien avec les habitudes et les appétences de ton persona. Donc, tu rentres encore plus en précision. Tu n'es pas dans « je te parle de sport, mais je vais te parler de session dynamo ». Tu contextualises. Donc, tu es au plus proche de son quotidien. Moi, je suis hyper d'accord avec ça. Excuse-moi de te couper, Florent. C'est un truc qu'on dit énormément à nos clients. C'est le message, il est important, mais la contextualisation, elle est aussi importante en fait. Et ça, la contextualisation, tu peux l'obtenir que quand tu connais très bien ton audience et quand tu lui parles un minimum, j'ai envie de te dire un minimum, mais en fait, c'est plutôt un maximum qu'il faudrait. Tu peux pas savoir dans quel contexte le problème intervient. Alors, le problème, où là, tu es sur un exemple, c'est pas forcément un problème, c'est un intérêt, un centre d'intérêt. Et ajouter cette dimension, c'est hyper différenciateur dans ton discours, en fait. Mais totalement. Et en plus, je vais te dire une petite chose, cerise sur le gâteau. Si parmi, en fait, les collaborateurs de l'entreprise, il y a des personnes qui partagent la même passion, tu peux tout à fait avoir recours à ce qu'on appelle l'employee advocacy, faire parler les collaborateurs qui sont volontaires sur leur profil LinkedIn, effectivement engager avec ton audience autour de ces sujets-là, hyper nichés, pour créer encore plus de proximité et développer ce sentiment de confiance vis-à-vis de la marque. Et de proximité. Exactement. Ouais, j'adore. Super pertinent, merci Florence. Je savais que tu allais nous partager plein de choses, hein, Florence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce qui fonctionne le mieux actuellement? Alors, ce qui fonctionne très, très bien aussi, ce sont les contenus vidéo très courts pour générer beaucoup plus d'acquisition. Tu l'as vu, le temps est une denrée ultra rare. En 2023, on ne va pas y couper. Oui, ça ne va YouTube, pas te rallonger, on va dire. non, pas du tout. YouTube a intégré aux chaînes des créateurs de contenu, si tu veux, dans le menu, la possibilité de figurer en fait les contenus evergreen, c'est-à-dire les vidéos qui sont produites par les créateurs de contenu. Et d'un autre côté, les YouTube Shorts. Donc, d'un côté, tu as du contenu evergreen qui va favoriser l'engagement autour de la marque, où là, tu apportes un contenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus Qui est plus fluide. long aussi, en général. Exactement, exactement. Et dans les YouTube Shorts, tu vas avoir un contenu qui va être plus court, mais qui va susciter l'acquisition. Donc là, du coup, tu valorises, tu développes en fait la découvrabilité du créateur de contenu, du sujet, etc. Super intéressant. Donc, en fait, tu as comme un mini tunnel d'acquisition à l'entrée de YouTube Ouais. pour aspirer des visiteurs sur ta chaîne et après les fidéliser en découvrant, on va dire, ton contenu plus long et plus dense. Totalement. Et en plus, c'est un super bon plan parce qu'aujourd'hui, en fait, on a découvert par l'intermédiaire de YouTube que les YouTube Shorts totalisaient 30 milliards de vues par jour dans le monde. Et là, pour le coup, c'est vraiment un indicateur qui a été fourni d'ailleurs par le cabinet Comscore, qui nous permet de réaliser à quel point ce format-là, qui croît de manière exponentielle, est un territoire d'expression pour les marques. Donc vraiment, c'est hyper important. Et en plus, dans la même veine, prévoyez, si vous êtes une entreprise B2B, d'intégrer les Reels dans vos campagnes social media, mais aussi les vidéos TikTok. Et il y a un truc qui est hyper intéressant. 90% des marketeurs comptent aujourd'hui augmenter les dépenses publicitaires en 2023 avec une hausse de 62% sur TikTok. Sur TikTok. Ouais, sur TikTok. Et 54% sur Instagram. Donc là, c'est vraiment, si tu veux, il y a vraiment un vrai potentiel de développement. Ça nous envoie des indicateurs positifs. De là, on peut partager du contenu à valeur ajoutée. Mais tu sais, je suis hyper étonnée parce que, alors TikTok, je ne suis pas une super experte. Sur Instagram,
en revanche, c'est pas que je suis une super experte, mais je m'y connais un peu plus. Avec le changement de l'algorithme, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient la tête, et surtout avec le changement de la mise à jour de l'iOS 14, donc c'était déjà il y a presque un an, voire plus d'un an. Et ça a quand même fait beaucoup chuter les performances des publicités, mais ça reste un canal intéressant pour les marketeurs. Bah, écoute, c'est intéressant de le savoir, et notamment pour le B2B, où il faut l'avouer, on est encore assez frileux, le B2B, et bien sûr sur TikTok, et bien sûr sur Instagram, mais ce n'est pas encore la masse. On est encore sur les premiers, on va dire, il n'y a pas 100% qui vont encore. C'est assez, je dirais, c'est assez frileux, surtout chez les PME. Alors, tu sais, moi, je vais te confier quelque chose qui peut intéresser les PME. Je fais ma R&D sur TikTok. Parce que du coup, sur TikTok, avec effectivement les mots-clés qui sont liés à mon industrie, eh bien, je vais retrouver des contenus ultra courts qui vont susciter ma curiosité et vont m'emmener à faire une action, à aller sur le contenu du créateur de contenu, sur d'autres plateformes évidemment, comme du YouTube par exemple. Mais c'est là où je vais aller puiser de la ressource et de l'information pour me former en continu par exemple, pour m'informer sur les tendances de consommation du marché. Et donc, je pense qu'une marque, effectivement, de services ou de produits B2B, elle a toute sa valeur, finalement, à apporter sur ce type de plateforme aujourd'hui. Pardon. Je suis hyper d'accord avec toi, mais aujourd'hui, j'utilise YouTube, pas YouTube, j'utilise TikTok principalement comme pour faire de la veille, en fait. Pour regarder un peu ce qui se fait ailleurs, que ce soit en termes d'outils, d'approche, de façon de faire. Et alors, toi, tu appelles ça la R&D. Pour moi, c'est pareil, c'est ton lab, en fait, d'observation. Et il y a énormément de choses à explorer, mais si on se met de l'autre côté, on peut se positionner comme la marque chez qui on va faire sa veille. Et le jour où il y a le besoin, on sera top of mind, quoi. C'est à cette marque à laquelle on pensera pour adresser ce problème ou pour travailler avec elle. Donc, il y a tout intérêt à le faire. Maintenant, c'est du travail. C'est pas, voilà, c'est pas juste j'y vais, je tiens à le dire. On a un épisode d'ailleurs sur TikTok en B2B. S'il y en a que ça intéresse, on mettra le lien dans la description. Vous pourrez aller fouiller. On a déjà de la matière sur TikTok en B2B. Super, merci Florence. Alors, que nous prévois-tu encore en grosse marketing pour 2023? Alors, tu sais que moi, je suis une énorme fan de la messagerie privée LinkedIn, où pour moi, si tu veux, c'est un petit peu là où s'ambiancent tous mes contacts. On passe un temps vraiment assez sympa et puis c'est le moyen de pouvoir engager justement avec des contacts un petit peu plus tièdes, de les réchauffer et d'avoir des échanges géniaux. Et bien, figure-toi que la messagerie privée LinkedIn, de plus en plus, devient un canal d'échange avec les clients et justement un canal d'expression du service client. Et ça, tu vas le voir, effectivement, il y a un rapport qui a été édité par HubSpot qui, en fait, dévoile que 29% des marketeurs utilisent déjà la messagerie privée de LinkedIn pour assurer le service client de leur marque. Ouais, je plaide coupable. Moi aussi, écoute, je vais t'avouer un truc. La messagerie LinkedIn est un moyen de résoudre tous vos problèmes clients avec les marques de manière extrêmement pacifique et paisible, sans attendre trop longtemps. Les délais de résolution sont ultra courts. Oui, et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux, comme maintenant, il y a la fonctionnalité depuis quelques temps où tu peux envoyer des messages vocaux. Ouais. Je ne le fais pas systématiquement, pas en première intention, mais si j'ai quelqu'un qui pose une question et que j'ai envie d'aller vite pour lui répondre, parce que les gens apprécient qu'on réponde vite à une question, j'hésite pas, tu vois, si je suis dans la rue, à faire un vocal. Et en fait, ça passe super bien pour l'engagement, c'est génial. Exactement. Et tu vois, moi, je vais te préconiser en fait une petite astuce que j'ai. C'est que quand je suis en contact avec une marque et avec un service client ou un responsable satisfaction client qui résout mon problème, derrière, en général, je m'arrange pour publier un post et pour le remercier. Ça, c'est une histoire de donnant-donnant, c'est de la gratification vis-à-vis de la marque, c'est aussi l'encouragement vis-à-vis des équipes à s'améliorer. Et en fait, je me rends compte que LinkedIn est vraiment the place to be pour solutionner en tout cas les problèmes liés à l'expérience client. Excellent. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y en a pas encore beaucoup qui ont pensé à l'utiliser de cette façon-là, mais ça permet vraiment de passer un niveau au-dessus, et tu le disais, au niveau de l'humanisation de la marque. Ouais. Là, on est complètement dedans, quoi. Totalement. Et en fait, tu vois, il y a un chiffre sur lequel je suis tombée, et pour le coup, qui m'a abasourdi. Aujourd'hui, en fait, tu as 72% des consommateurs qui sont susceptibles de faire passer un message positif autour d'eux
à au moins 6 personnes s'ils ont vécu une expérience positive avec une marque. Donc, t'imagines que voilà, ça te prouve à quel point le phénomène du bouche à oreille est extrêmement puissant quand il s'agit du service client et de la résolution des problèmes. Et de l'expérience positive. Exactement. Expérience positive. Super. Mais écoute, ça me donne plein d'idées. Moi, je t'avoue, là, je peux pas prendre des notes maintenant, mais je le ferai juste après en réécoutant le podcast. Et est-ce que tu avais encore. Là, pour moi, on a vu les 5. Non, 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 non. non. Last Ah. and least. Et last and least, Florence, je crois que tu as encore une grosse pépite pour nous. Là, on est au niveau du caillou, là, quand même. Ouais, je suis vraiment venue avec ma pépite que certains d'entre vous connaissez et d'autres pas évidemment, mais qui a changé ma vie en fait de grosse marketeuse cette année. Le bouche à oreille, la recommandation qu'on mesure effectivement avec le Net Promoter Score est un allié de taille dans le développement business des entreprises. Et pour le coup, tu as dû voir comme moi des solutions émerger en 2022 de mise en relation, et notamment Refer qui a été créé par Caroline Mignot et Arnaud Gazet. Refer, en tout cas, nous permet de manière accélérée d'automatiser la mise en relation, mais aussi la demande de mise en relation. Et on sait que la cooptation génère à peu près un taux d'acceptation et on sait que la mise en relation génère un taux d'acceptation sur LinkedIn de 100%. Donc, c'est un levier d'acquisition juste énorme à bichonner si vous voulez effectivement nouer des partenariats, décrocher des opportunités de collaboration client. Et puis, ça peut être aussi de superbes opportunités pour aller trouver un candidat qui fit avec le poste à pourvoir, pour aller trouver un job pour la personne qui est en recherche d'emploi. Et en fait, à travers Refer, mais aussi avec d'autres astuces, en fait, ce qu'on voit émerger, c'est une prospection beaucoup plus chaude, beaucoup plus chaleureuse, comme je te le disais en début de podcast. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, on a une limite de 100 contacts par semaine sur LinkedIn. Franchement, ça représente une quinzaine de contacts, de quinzaine d'invitations par jour. On a moyen de personnaliser effectivement ces invitations et de se donner toutes les chances de convertir cette invitation en échange fructueux qui débouche derrière sur des prises de rendez-vous. Et là, on n'est plus sur d'une prospection qui est complètement anonyme et froide, mais sur la construction de relations qui peuvent se projeter aussi dans un moyen long terme. Alors, Florence, je te remercie pour ces partages. Et du coup, je vais faire je vais faire un petit disclaimer par rapport on a eu un échange avec Florence avant de démarrer l'enregistrement où je lui disais, tu sais, Florence, je te présente comme grosse marketeuse, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que qui voient ça de manière très négative parce que gross marketing, pour eux, c'est des gens hyper bourrins, qui envoient des emails à froid, qui spamment tout le monde. Alors que je pense qu'on a tous bien compris, on est très, très, très loin de ces pratiques aujourd'hui, en tout cas de ce que tu recommandes. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, malheureusement, il y a encore des gens qui pratiquent ce growth marketing de saut 2010, hein, j'ai envie de dire, même peut-être 2015. Et on est très loin de là. On est dans l'humanisation, on est dans l'hyper-personnalisation, dans la contextualisation, comme tu disais un peu plus tôt, et dans l'humanisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nous parles de Refer. Refer, c'est un moyen de digitaliser la recommandation, j'ai envie de dire, et la mise en relation entre personnes. Refer n'a pas inventé le concept, par contre, il a inventé, on va dire, il révolutionne la manière de le faire et il le simplifie parce que avec une application, c'est quand même un peu plus simple. Moi, je vais juste partager une expérience perso en début d'année. On a voulu attaquer un marché sur lequel on n'était pas trop présente et on ne connaissait pas du tout cette cible ou mal. Et finalement, on a juste demandé à notre réseau, est-ce que tu peux nous présenter ces personnes-là? J'ai été un peu feignante. On a utilisé que 3 des contacts qu'on nous a donnés. Mais sur les 3, on a eu 2 rendez-vous et 2 contrats. Donc, ce qui veut dire que la mise en relation, quand c'est bien fait, quand c'est humanisé, comme tu le dis, ça fonctionne. Alors, pas du 100% évidemment, mais ça fonctionne. En tout cas, les gens sont beaucoup plus prompts à vous recevoir. Et Florence, je pense que je vais te voler tes mots. Il ne faut pas hésiter aussi à pas juste demander, mais à se mettre aussi au service des autres. Ce n'est pas juste demander à tour de bras. Il y a vraiment une notion de réciprocité. Alors oui, et je vais te révéler en fait un petit tips que moi je pratique en prospection. Ah, j'ai spoilé, non, j'ai pas spoilé. Tu sais, en fait, souvent, une fois passé le sas de l'invitation validée,
on peut avoir tendance à vouloir délivrer ce qu'on appelle, nous, des icebreakers, c'est-à-dire vraiment des briseurs de glace. C'est ce qui va nous permettre, en fait, d'engager une conversation, un échange avec un prospect. Souvent, on vient équipé d'un livre blanc et en fait, tous ces formats-là, finalement, sont devenus usés, se sont abîmés. Pourquoi? Parce que finalement, ça a été des processus et des méthodes de prospection qui se sont dupliqués. Tout le monde a fait la même chose. Et en fait, ça a perdu finalement je dirais un petit peu de sa fraîcheur. Et Et sa donc, pertinence. c'est ça. En fait, aujourd'hui, ton prospect a besoin d'être surpris. Et ce que je fais, c'est que dès la validation de l'invitation, en fait, immédiatement, je propose une mise en relation, je propose un service rendu. Ça va très, très vite. Et en fait, de mon côté, j'ai testé les envois d'invitation sans message, avec message. Eh bien, en fait, l'envoi d'invitation avec message me permet d'accélérer la transition entre prospection froide et prospection chaude. Et la plupart du temps, une fois la validation de l'invitation faite, dès le premier message d'échange, je décroche le rendez-vous. Waouh, Ouais. Parce pas que du mal. coup, voilà, tu arrives dans ton échange en fait de manière complètement décomplexée et tu vas vers une rencontre humaine. Donc, il n'y a plus cette espèce d'enjeu. C'est un peu comme dans une rencontre amoureuse. Si tu y vas avec ton lot d'attente, l'autre va sentir la pression. Là, tu y vas de manière totalement désintéressée. Tu ne vends pas, finalement, tu laisses la rencontre s'opérer. Et à un moment donné, tu vas voir que il y a des matchs de valeurs, d'envie, de projets. Et les choses se font de manière hyper naturelle. Je suis super d'accord avec toi et je trouve que c'est encore plus valable lorsqu'on a des cycles de vente qui sont un peu longs. Mm. Et il faut accepter que les choses soient longues, mais en revanche, plus on est arrivé tôt dans la vie du client et plus on a de chances d'être choisi ou d'être, alors peut-être pas choisi, mais d'être considéré. Parce que ce qu'on veut, c'est être questionné. Après, qu'on gagne pas, c'est moins du domaine du growth marketing, même si pour moi, par exemple, les offres, ça fait partie de techniques de conversion et de growth marketing, mais c'est pas l'objet de ce podcast. Mais ce qui est certain, c'est que plus on a noué tôt une relation qui va s'instaurer la confiance et la proximité, plus on a de chances par la suite, lorsque le besoin va être vraiment là, d'être considéré et questionné. En B2B, finalement, c'est presque tout ce qu'on veut. En fait, là où tu touches du doigt la réalité, en fait, c'est qu'avant que tu n'aies un prospect qui convertisse, c'est-à-dire qui te donne ne serait-ce qu'un rendez-vous, ou même que tu rentres dans une phase de proposition, effectivement, de stratégie, de négociation, eh bien, des fois, tu as plusieurs mois qui se déroulent et rien ne t'empêche de prendre des nouvelles, d'envoyer, je ne sais pas, une découverte, un épisode de podcast comme My Marketing Experience. Tu peux l'envoyer, ça peut faire plaisir. Un événement auquel tu as prévu d'assister, eh bien voilà, d'instaurer cette petite relation. Commenter ses posts aussi. Commenter ses posts. Alors, tout à fait. Commenter les posts, mais tu vas te rendre compte que beaucoup d'utilisateurs sont des dormants. Et donc, ces utilisateurs dormants qui finalement scrollent le fil d'actualité, viennent regarder tes posts, mais ne commentent pas forcément, eh bien, tout se passe un petit peu, si tu veux, dans l'intimité Oui, de la messagerie. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être backstage. backstage, exactement. Et c'est là où voilà, les idées peuvent fuser. Et on va effectivement pas s'éloigner du sujet, mais c'est un sujet dont on pourra parler à l'occasion. On parle beaucoup de génération de leads, on parle beaucoup de, comment je veux dire, de déclenchement de rendez-vous prospect. Et en fait, une fois passé effectivement le sas du premier rendez-vous, et si effectivement ton prospect s'intéresse à toi et qu'il envisage, pourquoi pas, eh bien, de considérer tes services, tes offres pour un besoin qu'il aurait, eh bien, tu rentres dans cette phase hyper critique et importante de la stratégie. Et ça, on t'en parle pas beaucoup, mais la stratégie, c'est, si tu veux, c'est l'habillage de la mariée et c'est la manière dont toi, tu vas orchestrer un petit peu la réponse aux besoins de ton prospect. Mais ça, on pourra en parler parce que c'est une technique de marketing, mais c'est aussi une technique de grosse et il y a plein de choses à faire à l'intérieur, en tout cas. Garde-en sous le pied, Florence. Peut-être un Exactement. prochain épisode. Du coup, donc si je résume, est-ce que tu peux résumer tes 5, alors j'ai plus dire pépites, je vais dire tes 5 cailloux avec lesquels tu es venu pour 2023. Donc, la personnalisation de l'expérience Avec la data. avec la data. On a également créé des contenus encore plus centrés et surtout contextualisés.
pour se différencier, parce que c'est une chose de bien connaître les aspirations et les centres d'intérêt de ses clients, mais quand on arrive à contextualiser, c'est encore plus pertinent. Là, on ajoute une couche. On a aussi les contenus vidéo courts, et tu as cité l'exemple des shorts, des stratégies entre les shorts et les contenus plus longs sur YouTube, super intéressant. On a aussi en gros caillou de doper la réactivité du service client et donc d'utiliser la messagerie LinkedIn pour améliorer le service client et donc l'expérience client et donc la fidélisation. Moi, je vais dire toutes les conséquences que ça peut avoir. Et le dernier, c'est de miser sur la prospection chaude. Et donc, pour la prospection chaude, tu nous disais la mise en relation, d'utiliser tous ces systèmes, dont aujourd'hui Reefer. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous voulez le faire autrement, la mise en relation, utiliser l'humain et construire une relation dans la durée et pas y aller comme un bourrin à froid. Ça, c'est fini, on arrête, stop, ça ne marche plus. Ça a un peu marché, mais là, c'est fini et il faut arrêter. On est d'accord, Florence? Totalement, totalement. Ça marche. Eh bien, écoute, super. Est-ce que tu peux, on approche de la fin, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire si tu avais un conseil, voilà, un conseil à retenir, une reco pour 2023 pour améliorer nos performances marketing et vente en B2B, qu'est-ce que ce serait? Ma conclusion, ma recommandation pour 2023, tu l'as vu, personnalisation, humanisation, contenu court, interactif, prospection chaude. On est vraiment dans l'année de la proximité et de la confiance. Donc, ce sera l'année pour moi du human growth. Ce que j'aurais envie de recommander aux entreprises, c'est d'aller injecter le long en fait des étapes de leur tunnel de vente, tu vois. Eh bien, à chaque étape du tunnel de vente, non seulement les KPI qui sont les taux de conversion, d'accord, mais aussi les KPI humains. Je pense que c'est hyper lié. On a tendance si tu veux, à siloter des fois les entreprises. On silote les sales, on silote le marketing, on silote aussi les RH, mais tout est imbriqué. Et tu vois, nous, du coup, on travaille on travaille en collectif. On est plusieurs experts en marketing, en growth et en conduite de changement. On travaille sur les fonctions stratégiques des boîtes parce que la croissance, en fait, tu ne vas pas la retrouver qu'en marketing, qu'en sales. Tu la retrouveras dans les achats, tu peux la retrouver effectivement dans les finances, tu vas la retrouver en RH, etc. Et je pense que du coup, d'injecter de l'humain à travers toutes tes mesures, tes indicateurs de performance, c'est hyper important. Et puis, bien sûr, de toujours continuer à focaliser tes efforts sur la fidélisation, sur la recommandation, qui est vraiment le Graal de la croissance business. Je suis tellement d'accord avec toi et on n'en parle tellement pas assez de la fidélisation. C'est peut-être un peu B2C, mais en B2B, genre, c'est peut-être parce que c'est évident pour tout le monde. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça le soit. Enfin, moi, je vois avec Laurie et chez My Marketing Experience, quand on intervient auprès d'entreprises, on se rend compte que la stratégie, elle n'est pas très, très bouclée sur la partie fidélisation. Et il y aurait encore beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. Peut-être un autre épisode sur la fidélisation. En tout cas, on le souhaite de notre côté. Merci beaucoup, Florence. J'espère que vous avez tous pris des notes. Si vous n'avez pas pris de notes, eh ben, écoutez, c'est pas grave parce que on devrait vous préparer quand même une petite fiche de synthèse que vous pourrez aller télécharger. Et ça, ce sera dimanche. Vous aurez le droit dimanche d'aller chercher la fiche de synthèse et tout ce que sera dit chacun de nos invités. Si vous voulez prendre des notes pour vous, ben, ça, je vous laisse le faire. Mais en tout cas, vous avez peur d'oublier, eh bien, vous aurez à la fin tous les super bons conseils donnés par Florence et par les autres invités et vous pourrez les retrouver et les avoir chez vous pour vous à potasser toute l'année. Un immense merci d'avoir été avec nous, Florence, Un immense et merci à d'être venue toi. les bras pleins. Hein. Tu dois avoir les bras, tu dois avoir mal hein, parce qu'à force de porter toutes ces pépites et tous ces rochers, là, tu dois être libéré. Hein. Et ben, moi, je te souhaite une excellente fin d'année aussi À toi aussi. et je te dis à très bientôt. À toi aussi, Sandy. Merci beaucoup. J'ai été ravie. Et pour tout le monde, eh bien, écoutez, on se retrouve demain avec un nouvel épisode et un nouvel invité de cette mini-série Go 2023.